On est soit dans le passé, soit dans le futur. Et dans le passé, dans le futur, ça nous empêche d'être présent. Donc, dans le passé, on est dans la dépression et dans le futur, on est dans l'angoisse de ce qui va arriver. Donc, l'ambition, c'est le côté lumineux. L'angoisse, c'est le côté plutôt sombre de cette projection vers le futur. Et la richesse se trouve dans le présent, puisque dans le présent, je ne suis pas dans la quête du futur et je ne suis pas dans le regret ou la nostalgie du passé. Et pour dépasser ses peurs, il faut s'autoriser à les rencontrer. Pour s'autoriser à les rencontrer, il faut être présent et prendre conscience de la nécessité absolue d'aller regarder ce qui nous anime, ce qui nous pousse dans les yeux et d'essayer de rester en contact avec cet inacceptable, en fait. Et c'est là que la transformation commence à se faire. Et nous voilà dans la troisième partie de notre rencontre, de notre interview avec Stéphane Schillinger. Troisième et dernière partie. Donc si vous n'avez pas vu les deux premières et que ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller regarder. Les liens sont dans le descriptif. Bonne écoute à vous. Nous sommes pris souvent entre avoir peur d'eux et désirer comment utiliser ces deux énergies inévitables. Ouais, tu en as parlé au début. Oui, j'en ai un petit peu parlé. Ça procède d'un équilibre et ça procède de, selon moi, dans ce que j'en comprends, d'une danse avec ces deux énergies-là et d'une intimité progressive avec ces peurs qui me dirigent comme un couteau dans le dos et ce désir qui m'attire comme un mirage, en fait. Et ce qu'on fait toute la journée, c'est qu'on fuit ces deux choses. Et comme on les fuit, elles sont sous la ligne de flottaison, elles sont dans l'inconscient. Et donc, elles nous dirigent comme des robots. Quelque chose qui nous attire, on va y aller sans prendre conscience qu'il y a quelque chose qui nous attire. Et quelque chose qui nous fait peur, on va le fuir. Donc, il va y avoir ce même mouvement de déplacement vers un comportement sans prendre en compte qu'il y a quelque chose dans le dos qui me pousse et j'ai très, très peur de me retourner pour le regarder dans les yeux. Et je pense que, je crois que dans ta question, il y a comment utiliser ces deux énergies. En fait, ce qui m'est venu, c'est plus de quelle qualité d'être on a besoin pour pouvoir aller à la rencontre de ces deux énergies. La présence. La présence, ouais. La présence, le courage. Ouais, le courage. Et la définition du courage, c'est dépasser ses peurs. Hein. C'est une définition simple. Et pour dépasser ses peurs, il faut s'autoriser à les rencontrer. Pour s'autoriser à les rencontrer, il faut être présent. Et prendre conscience de la nécessité absolue d'aller regarder ce qui nous anime, ce qui nous pousse dans les yeux et d'essayer de rester en contact avec cet inacceptable, en fait. Et c'est là que la transformation commence à se faire. Et certaines personnes peuvent le faire seules et certaines personnes ont besoin d'être accompagnées pour ça. C'est quoi être riche selon ton expérience ? Selon mon expérience, c'est... ça va sonner comme une sagesse populaire, mais selon mon expérience, c'est se contenter de moins. J'ai lu dans un livre il y a longtemps que le secret du bonheur, c'est de se contenter de moins que ce qu'on a. Alors, ce n'est pas forcément très profond, très révolutionnaire, mais en tout cas, c'est ce qui a marché pour moi. C'est arriver à continuer à éprouver du désir pour ce que j'ai déjà, plutôt que constamment rester enfermé dans cette condition classiquement humaine et égotique qui consiste à désirer ce que je n'ai pas pour me donner le sentiment d'avancer vers quelque chose et fuir ma propre impuissance du moment présent. Et je pense que, encore une fois, rentrer en contact avec est-ce que je désire déjà ce que j'ai et comment est-ce que je joue avec ce désir sur ce qui est déjà présent. Là, c'est pareil, quelque chose se passe, quelque chose s'ouvre et ça donne une autre dimension à l'existence. Oui. Ouais, donc est-ce que ça, c'est le contraire de... C'est une pure question. Est-ce que ça, c'est le contraire de l'ambition ? Je ne sais pas, mais je n'arriverai même pas à répondre. L'ambition, c'est super. Hein. C'est ce qui a animé ma vie pendant 20 ans. Hein. Donc, c'est cool. Hein. Ça m'a permis d'expérimenter un côté de la pièce. Le problème surgit quand on est victime de son ambition. Ouais. Quand on n'est plus... On n'est plus présent. Enfin, pour le coup, on est moins présent, en fait. Hein. L'ambition, c'est une vraie question pour moi, là. Tu vois, je me rends compte, en fait, en discutant avec toi. C'est un vrai sujet pour moi parce que comme ça, tout de suite maintenant, là, j'ai vraiment le sentiment que... Je ne sais pas si c'est possible, mais j'ai l'impression que les deux sont vraiment
indispensable, mais ça dépend ce qu'on entend par ambition aussi. Ça dépend ce qu'on met derrière dans le cahier des charges du mot, mais dans la sémantique. Mais c'est hyper Ce que intéressant. Moi, je j'entends, me sens vraiment ce que là-dedans. j'entends ouais, ce que j'entends dans ambition, c'est après, c'est demain, c'est quand j'aurai ça ou quand je ferai ça. Là, ça ira, là, je serai heureux. Mais comme on reste constamment dans l'ambition, on ne jouit jamais de ce qu'on a réussi à obtenir ou à toucher. Et tu demandais, c'est quoi la richesse? Là, ce qui vient, c'est la richesse, c'est maintenant. Ouais. Parce que si si je suis mené soit par l'ambition, soit par le regret, qu'on pourrait placer, il n'y a pas d'autre mot que regret ou nostalgie pour le moment qui me vient, on est soit dans le passé, soit dans le futur. Et dans le passé, dans le futur, ça nous empêche d'être présent. Donc, dans le passé, on est dans la dépression et dans le futur, on est dans l'angoisse de ce qui va arriver. Donc, l'ambition, c'est le côté lumineux. L'angoisse, c'est le côté plutôt sombre de cette projection vers le futur. Et la richesse se trouve dans le présent, puisque dans le présent, je ne suis pas dans la quête du futur et je ne suis pas dans le regret ou la nostalgie du passé. Et dans le passé et le futur portent en eux l'appauvrissement pur de la valeur profonde qui réside dans le moment présent et dans la capacité d'être présent, conscient et observateur de ce qui se passe maintenant plutôt que ce qui s'est passé avant, ce qui va appauvrir notre expérience du moment présent, et ce que j'aimerais qu'il se passe après, et ce qui va me faire fuir le moment présent que j'ai absolument pas envie de confronter, parce qu'il porte en lui L'objet de mes peurs, enfin, en tout cas, l'inconnu, quoi. Ouais, tout ce qui. Je vais, ouais, dans l'instant présent, je vais forcément rencontrer expérientiellement, je ne sais pas si ça se dit, mes douleurs, mes peurs, mes conflits, mes résistances. Et oui, c'est vrai que moi, je me vois bien parce que je suis très, très mentale. Donc, du coup, je me barre, en fait, on se barre. Et d'ailleurs, c'est marrant, je me suis observée dans les interviews. J'ai beaucoup le regard qui part dans tous les sens. Et c'est pas forcément un mal, mais je me rends vraiment compte à quel point ouais, ça part tout de suite. Bam, 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 bam. C'est pas mauvais en soi, mais je me rends compte de cet évitement inconscient. Je me rends compte comme quoi expérimenter, c'est sympa parce que le fait de faire les vidéos me permet de me rendre compte de ça. Je suis wow, c'est intéressant, hyper intéressant. Comment on se barre sans s'en rendre compte. Moi, je ne m'en rendais pas du tout compte. Je me rendais absolument pas compte. Je ne sais pas comment je faisais parce que quand je vois aujourd'hui, c'est tellement flagrant. Et c'est pareil, j'apprends à avoir beaucoup de tendresse sur ces choses-là, de me dire, en fait, on s'en fout de ce que j'avais pas compris. C'est pas grave, quoi. L'important, c'est ce cheminement. Il est beau, quoi. Et remettre de la tendresse sur sa propre expérience, moi, je trouve que c'est fondamental. C'est fondamental, quoi. C'est... Ouais. Et puis, alors, les mots peuvent-ils guérir ou soigner? Ouais, les mots peuvent-ils guérir ou soigner? Bah oui, dans la mesure où ils peuvent tuer. Oui. Dans la mesure où ils peuvent traumatiser une personne à vie. Ouais. J'ai écrit à un moment une phrase qui ressemble à si le traumatisme peut briser notre vie, il existe très probablement un traumatisme inverse. C'est-à-dire, il existe la possibilité de vivre une expérience de polarité inverse qui vienne compenser ce traumatisme. Et ça passe possiblement par les mots, en fait. Et les mots sont un outil constitutif de notre culture, puisqu'on est une civilisation qui passe par là, hein, qui passe par le besoin de nommer, d'intellectualiser. Quand on va dans la jungle, c'est très différent. On ne passe pas par les mots, on passe par l'expérience directe. Et nous, avec cette distanciation fondamentale avec la nature, avec l'esprit, avec le divin ou l'âme ou la spiritualité, on a besoin de nommer pour pouvoir enfermer dans des petites boîtes qui nous font nous sentir en sécurité. Et on fonctionne avec les mots. Et les mots nous aident à donner une forme à ce qui se passe ici et qui est tellement, tellement, tellement désagréable pour nous, tellement inconfortable. Et donc, on va faire monter ce qui se passe ici dans la sphère cérébrale et on va mettre des mots. Et les mots sont magiques parce qu'en fonction de ce que je te dis, énergétiquement parlant,
ça peut te faire bouger d'un sens ou d'un autre. On peut faire pleurer quelqu'un avec les mots, tu peux faire libérer des émotions de quelqu'un juste par les mots. Donc évidemment, et puis c'est devenu mon métier, de pouvoir aider les gens à rencontrer certaines parties d'eux-mêmes qui ont été refoulées, stockées, fuies, peu importe, avec les mots. Et ça va nous permettre, en fait, ce qu'on fait avec les mots dans notre inconscience, c'est qu'on fait monter quelque chose, on se sépare de ce qui se passe ici expérientiellement parlant, pour reprendre ton joli mot, et on s'en sépare pour pouvoir survivre et pour pouvoir nager à la surface de cet océan d'inconscient. Eh bien, de la même manière, on peut, à travers une interaction profonde, sincère, et une alliance, faire l'inverse et avec les mots, descendre, redescendre, refaire le chemin inverse pour aller toucher quelque chose qui a été refoulé, qui a été stocké, qui a été renié, et enfin pouvoir rendre cet inconscient conscient. Et c'est là que Jung disait, tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirige ta vie et tu vas l'appeler destin. Eh bien, les mots peuvent nous aider à rentrer dans l'inconscient et à toucher quelque chose. Et bien sûr, les mots peuvent guérir ou soigner, c'est fondamental. Ouais. Écoute, j'ai une question qui me vient là, que je n'ai pas notée, mais qui me vient, c'est qu'est-ce que t'inspire cette phrase, le seul pouvoir que l'on a, c'est le choix. C'est une phrase que j'ai entendue, qui m'a énormément aidée. Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Enfin, le seul pouvoir que l'on a, c'est très, très réducteur, mais... Elle m'inspire toute la difficulté que je rencontre à faire comprendre cette phrase aux gens. Parce qu'elle est fondamentalement vraie pour moi. Elle est d'une déroutante simplicité. Et effectivement, sur les réseaux sociaux, quand je me surprends à expliquer qu'on a le choix, tu as toujours quelqu'un pour dire non, on n'a pas le choix. Et oui, il y a une position qu'on peut adopter dans l'existence qui est de dire non, on n'a jamais le choix. Et oui, on a toujours le choix. La personne qui va dire non, j'ai pas le choix, et il arrive des moments, et puis ces gens vont trouver plein d'exemples où on n'a pas le choix, et ces exemples sont réels. La personne qui va vivre sa vie, qui va traverser son existence à travers cette polarité-là, à dire qu'elle n'a pas le choix, elle a besoin pour se sortir de son drame existentiel de rencontrer l'autre polarité. Et là, tu as un connard sur les réseaux sociaux qui va lui dire « Ouais, on a toujours le choix ». Et ça va l'activer et elle va avoir besoin de rester dans sa polarité, de dire « Non, regarde, moi, je n'ai pas le choix ». Eh bien, ce dont cette personne a envie, a besoin, je crois, c'est de rencontrer cette autre polarité. Et elle en a tellement besoin que quand quelqu'un exprime le fait que le seul pouvoir qu'on a, c'est le choix, et bien cette personne se retrouve terriblement activée. Mais c'est l'expression même de la limite de cette polarité dans laquelle cette personne est enfermée. Et l'idée, c'est de pouvoir lentement, à leur rythme, amener les gens qui le souhaitent à rencontrer la profondeur de cette simple phrase et à se rendre compte qu'à un certain niveau, il suffit de se déplacer, il suffit de faire un pas de côté dans son existence et rendre compte qu'en fait, on a toujours le choix. Ce qui est tout aussi vrai et tout aussi faux que l'autre côté. Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de faux. Mais est-ce que nous, ce qui est intéressant, c'est est-ce que nous sommes enfermés dans une des deux polarités et est-ce qu'on se raconte le fait qu'on n'a pas le choix pour éviter de rencontrer cette polarité de l'existence qui nous dit qu'on a toujours le choix? Parce que c'est terriblement responsabilisant de se lever un matin et de se dire « j'ai le choix ». J'ai le choix de quitter mon compagnon, de quitter mon job, de faire faillite. J'ai même le choix de m'enlever la vie. Encore des sujets dont on ne peut pas parler. J'ai le choix de partir en vacances, j'ai le choix de tout plaquer. Mais en fait, la liberté, c'est la responsabilité. Ça me ramène à ça, quoi. Oui, c'est endosser sa propre responsabilité. Et le fait de rester dans cette polarité-là du spectre en disant « je n'ai pas le choix » est aussi une responsabilité qui est terriblement enfermante. Et passer de ce
côté-là, à ce côté-là et se dire j'ai le choix de tout et le seul pouvoir que j'ai, c'est le choix, bah, là, ça commence vraiment à foutre les jetons parce qu'on se rend compte du pouvoir de destruction, du pouvoir de création qu'on a et du pouvoir de changement qu'on a. Mais ça implique de faire face à sa responsabilité et la plupart d'entre nous aiment bien ne pas faire face à sa responsabilité. Donc, quand on ne fait pas face à sa responsabilité, on est dans l'autre polarité et l'autre polarité, c'est la culpabilité existentielle. Et la culpabilité mène à une surmoralisation qui fait qu'on fait du ping-pong toute la journée plutôt que de s'accepter dans ses parts les plus sombres. Voilà un peu. Ça fait Avec un beau dessiné du schéma dont tu parlais tout à l'heure avec un peu plus de relief. Ouais. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Je sais pas, moi je pourrais parler pendant des heures de tous ces sujets. Donc à un moment donné, il faut bien un début, un milieu et une fin. Donc à moins que tu aies quelque chose que tu as envie de rajouter qui te vient suite à nos échanges. Non, je pense que j'ai beaucoup trop parlé et que on a beaucoup utilisé les mots, les concepts, mais qui pourraient éventuellement bouger quelque chose chez quelqu'un. Mais 90% du chemin, là, c'est comme si cette vidéo était une clé. Mais le reste du chemin, c'est de prendre la clé, de trouver la porte, de mettre la clé dans la serrure, de tourner, d'ouvrir, de passer. Et ça se fait par l'expérience directe. Ça se fait par du vécu plutôt que de l'observation de deux idiots qui discutent derrière un écran. Je comprends. Deux idiots, deux connards, deux connards et deux saints. Ouais. Ouais. Eh ben, écoute, un grand merci à toi. Je suis vraiment Merci toi. vraiment. Et bah, écoute, au plaisir peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres trucs qui nous viennent, une prochaine interview ou pas. En tout cas, voilà, vive l'expérience. Je vais finir là-dessus. Vive l'expérience. Salut, Merci à toi, Valérie. À bientôt. À bientôt.